Le message est arrivé sur Slack à 23h47, un jeudi soir. La base de données de production est tombée. Restauration depuis la sauvegarde en cours. Hmm. Pour l'ingénieur qui nous raconte cette histoire, ce message au début, ça n'a pas déclenché la panique. Au contraire même. Ils étaient confiants. Exactement. Ils avaient des sauvegardes, plein de sauvegardes. Et ils les testaient tous les mois. C'était réglé comme une horloge, une routine bien huilée. Et pourtant, quelques heures plus tard, la routine est devenue un cauchemar éveillé, et là, la panique était totale. Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans le récit d'une catastrophe de perte de données. Une histoire qui aurait vraiment pu couler une entreprise. Et notre but, c'est de décortiquer ce qui a mal tourné. C'est ça. Mais surtout de comprendre le fossé énorme qu'il y a entre la théorie et la pratique. Pourquoi une stratégie de sauvegarde, qui semble sur le papier absolument infaillible, a échoué de manière aussi spectaculaire? On va explorer cette différence, qui peut être brutale, entre avoir des sauvegardes et être capable de restaurer. C'est tout le sujet. Exactement. Et ce n'est pas juste une histoire technique pour les experts en base de données, c'est une mise en garde universelle sur la fausse sécurité qu'on peut avoir avec des processus bien établis. C'est une histoire sur la confiance aveugle, en fait. Totalement. Et sur l'importance de tester les vrais scénarios de crise, pas juste les cas où tout se passe bien. Alors, déconstruisons cette nuit d'horreur. Allons-y. Pour bien piger l'ampleur du choc, il faut d'abord comprendre à quel point leur château fort semblait imprenable. On parle pas d'amateurs, là. Absolument pas. Non, non. Leur plan, c'était ce que beaucoup d'experts qualifieraient de modèle du genre. Ça reposait sur 3 piliers très robustes. D'accord. D'abord, des instantanés RDS automatisés. C'est le service d'Amazon qui, chaque jour, prend une photo complète de la base de données. Ok. Ils en gardaient 7, donc une semaine d'historique. Et pour couronner le tout, ces photos étaient répliquées dans une autre région géographique. Une sécurité contre une panne majeure d'un data center Amazon, quoi. Ah oui, d'accord. Donc déjà, sur le papier, c'est blindé. Une panne matérielle, une catastrophe naturelle, enfin, ils étaient couverts. C'est l'idée. Le deuxième pilier, c'était la bonne vieille méthode manuelle, un export complet de la base avec la commande pgdump. La ceinture de sécurité en plus. C'est exactement ça. Eux aussi étaient faits chaque jour, compressés, stockés sur S3, avec le versionning activé pour ne rien écraser. Du classique, mais efficace. Et le troisième pilier, j'imagine que c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Exactement. C'était l'archivage en continu des journaux de transaction, ce qu'on appelle les archives wall. C'est une technique plus avancée qui enregistre chaque modification en quasi-temps réel. Ça permet de remonter le temps très précisément. À la seconde près, si tu veux. C'est la Rolls-Royce de la sauvegarde. Ok, le tableau est posé, c'est du très sérieux. Mais le point qui tue, celui qui justifie leur calme au début, c'est que ils testaient tout ça. L'auteur le dit tous les mois, depuis 14 mois. Et à chaque fois, test réussi. Une confiance totale, presque arrogante, s'était installée. Et c'est cette confiance qui va être pulvérisée. Parce que le grain de sable, il vient pas d'une panne matérielle, non. Une erreur humaine, hein. L'erreur humaine la plus classique qui soit. Un développeur déploie un script. Dedans, il y a une requête non bornée, un select from orders, sans aucune limite. Oh non. En clair, il demande à la base de lui envoyer toute la table des commandes. 47 millions de lignes, d'un coup en mémoire vive. C'est l'horreur absolue pour quiconque gère une base de données. C'est comme essayer de vider une piscine avec un dé à coudre en une seconde. La métaphore est bonne. La mémoire du serveur sature instantanément et le système d'exploitation, pour survivre, il n'a qu'une seule option. Il tue brutalement le processus de la base. Le fameux OM kill, out of memory. Voilà, c'est l'équivalent de débrancher la prise de son ordinateur en plein milieu d'une sauvegarde. La corruption des données, elle est quasi garantie. Et le timing, comme souvent, est diabolique. Le crash a eu lieu pendant que les 3 systèmes de sauvegarde tournaient. Tous en même temps. En même temps, l'instantané RDS, le pgdump, l'archivage WAL. C'est le début d'une réaction en chaîne, une cascade de défaillances. Et c'est fascinant de voir comment chaque filet de sécurité a cédé, l'un après l'autre. C'est ça. D'abord, il tente de restaurer l'instantané RDS le plus récent, celui de la nuit même. La restauration se termine, mais la table la plus critique, Orders, a corrompu. Tout simplement disparu. Comment ça? Disparu? L'instantané a photographié la base en plein crash, au moment où le système écrivait dans le fichier de cette table. Résultat, un fichier corrompu et donc une table inutilisable. Ok. Premier filet de sécurité qui lâche. Bon, pas de panique, il reste celui de la veille. C'est le réflexe logique, non? C'est ce qu'ils font.
La restauration de l'instantané de la veille a l'air de fonctionner. La base démarre, on peut s'y connecter. Soulagement. De très courte durée. Ah. Dès qu'ils essaient d'accéder à la fameuse table Orders, ils reçoivent une erreur super obscure. Page invalide. Qu'est-ce que ça veut dire? En creusant, ils découvrent une vérité glaçante. Une corruption silencieuse était déjà présente dans la base. Elle datait d'une panne mineure qui avait eu lieu 2 jours plus tôt. Elle était là, dormante, dans un recoin des données rarement consultées. C'est terrifiant. C'est une bombe à retardement cachée dans tes propres sauvegardes. Et j'imagine que leurs tests mensuels, trop simples, sont passés complètement à côté. Totalement. Leurs tests ne lisaient jamais ce bloc de données précis. La corruption était donc sauvegardée jour après jour. Et bien sûr, en testant les 5 autres instantanés plus anciens, Le même problème. le même problème. Les 7 instantanés sont inutilisables. Là, la panique commence à monter sérieusement. D'accord, donc le système le plus moderne, le plus cloud, celui d'Amazon, a lâché. Le réflexe, c'est de se tourner vers la bonne vieille méthode, le pgdump. C'est leur deuxième espoir. Et là, deuxième douche froide. Tous les fichiers d'export, sans exception, sont tronqués, incomplets, inutilisables. Attends, ça me paraît incroyable. Un script de sauvegarde, une fonction aussi vitale, qui n'a aucune gestion d'erreur. On dirait un script écrit par un stagiaire son premier jour. C'est malheureusement plus courant qu'on ne le pense. Souvent, ces scripts sont écrits une fois, ça marche, et on n'y touche plus jamais. Personne ne teste le cas où ça ne marche pas. Et donc, concrètement, il s'est passé quoi? Leur script était d'une simplicité dangereuse. Ils lançaient pgdump et redirigeaient la sortie vers un compresseur. Quand la base s'est arrêtée, pgdump a échoué, il a renvoyé un code d'erreur, mais le script, il a ignoré cette erreur, il a continué. Et il a compressé le peu de données qu'il avait reçues avant le crash. Exactement. Des fichiers partiels et totalement corrompus. C'est terrible. Il ne reste plus que la Rolls-Royce alors, les archives voiles, le dernier espoir. Et c'est peut-être le plus cruel. Étonnamment, les archives voiles étaient parfaitement valides. Chaque petite modification avait bien été enregistrée. Mais voilà le piège. Il y a un piège. Ces archives sont comme des pages de correction pour un livre. Elles sont inutiles si on n'a pas le livre de base, sain et complet, sur lequel les appliquer. Donc en gros, ils avaient toutes les corrections, mais le livre original était parti en fumée. C'est exactement ça. Comme tous leurs livres de base, les instantanés et les pgdump étaient corrompus, les archives voiles ne servaient plus à rien. C'est fou. À ce moment de la nuit, le constat est sans appel. Tous les systèmes de sauvegarde ont échoué. Ok, tout ça c'est dingue, mais ça m'amène à la question qui me brûle les lèvres depuis le début. Comment c'est possible que leur test, 14 mois de suite, n'ait jamais rien détecté? Comment ils ont pu dormir sur leurs 2 oreilles avec un système aussi fragile? C'est là que réside la leçon fondamentale de cette histoire. Leur procédure de test, c'était un mirage, une illusion de sécurité. Elle consistait en 3 étapes très simples. Vas-y. 1. Restaurer le dernier instantané. 2. Lancer une requête select count pour compter le nombre de lignes dans 2 tables principales. 3. Comparer ce nombre à celui de la production. Et si c'était à peu près pareil, test validé. C'est ça. Point final. Donc si je comprends bien, c'est l'équivalent de vérifier qu'un livre a le bon nombre de pages sans jamais en lire un seul mot pour voir si c'est du charabia. C'est la meilleure analogie possible. Ce test ne vérifie que l'existence des tables et une métadonnée globale. Il ne détecte aucune corruption de données, il ne vérifie aucun enregistrement et surtout, il ne teste jamais les sauvegardes les plus anciennes. Ah, ça c'est un point clé. C'est souvent elles qui révèlent une corruption qui s'accumule, comme celle qu'ils ont subie. Ils testaient toujours la sauvegarde la plus fraîche, la plus saine, la plus susceptible de fonctionner. C'est un biais de confirmation classique. C'est presque une question de psychologie. On teste pour se rassurer, pour avoir un voyant vert, pas pour vraiment chercher les problèmes. C'est tout à fait ça. Et l'auteur de l'article le souligne bien. Après cet incident, il en a discuté avec des dizaines d'autres ingénieurs. Et le constat est unanime. Tout le monde a des sauvegardes. Oui, la plupart les testent. Mais presque personne ne teste correctement la restauration. On teste la création de la sauvegarde, pas sa capacité à nous sauver la vie dans un vrai scénario catastrophe. Revenons à notre histoire. Il est 3h22 du matin, l'ambiance doit être électrique. J'imagine, oui. Ils sont face à un mur, 7 instantanés corrompus, 7 exports tronqués, des archives inutiles. Tout semble perdu. Et là, c'est le moment digne d'un film. Tout est perdu et c'est le jeune ingénieur, celui que personne n'écoute d'habitude, qui lève la main et dit « J'ai peut-être un truc sur mon portable. » C'est presque ça. Le sauveur est un ingénieur junior.
6 mois auparavant, de sa propre initiative parce qu'il trouvait le script officiel un peu léger, il avait écrit le sien. Un projet perso? Exactement. Ce n'était pas un processus officiel, c'était documenté nulle part. Ça tournait juste sur son ordinateur portable la nuit. Et qu'est-ce que son script avait de si magique par rapport au script officiel qui s'est lamentablement planté? 3 choses. 3 détails cruciaux qui ont tout changé. Premièrement, une gestion des erreurs paranoïaques. C'est-à-dire? Son script commençait par la ligne set array pipe fail. Pour faire simple, cette commande transforme le script en un soldat incroyablement strict. À la moindre petite erreur, au lieu de continuer, il s'arrête net et hurle. Donc pas de fichier partiel possible. Impossible. Si pgdump avait échoué, son script se serait arrêté sans rien produire. C'est la leçon numéro 1. Être paranoïaque. J'aime bien. Et la deuxième chose? La vérification. Avant même de téléverser la sauvegarde, son script effectue un test rapide dessus pour s'assurer qu'elle était valide et complète. Une étape de bon sens que personne n'avait pensé à mettre dans le processus officiel. Logique. Il vérifiait son travail avant de le rendre. Et la troisième chose, c'est l'isolement, j'imagine? L'indépendance totale, c'est le 3e point clé. Il stockait ses sauvegardes dans un compartiment S3 totalement différent, sur un autre compte AWS, avec une politique de rétention plus longue. 14 jours au lieu de 7. Et cette isolation a tout sauvé. Ça a tout sauvé. Ça a protégé ses sauvegardes de toute la chaîne de corruption et des politiques de nettoyage automatique. Et ils ont pu utiliser une de ces sauvegardes. Oui, ils ont retrouvé sa sauvegarde datant de 8 jours. Elle était parfaitement saine. Ils l'ont restaurée. Incroyable. L'entreprise a perdu 8 jours de données, ce qui est une catastrophe en soi, mais... Mais elle a été sauvée de la faillite totale. Exactement. C'est à la fois une catastrophe et un miracle, et bien sûr, l'ingénieur junior a été promu et sa méthode est devenue la nouvelle norme. J'imagine qu'après une nuit pareille, la première réunion du lendemain matin a dû être intense. Comment on reconstruit sa philosophie de sauvegarde après un tel traumatisme? Ils ont tout remis à plat. Et ils ont bâti une nouvelle stratégie sur 5 piliers, beaucoup plus rigoureux, tirés directement de leur expérience douloureuse. Ok, le premier pilier. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la vraie vérification. Désormais, chaque sauvegarde, avant d'être considérée comme valide, est automatiquement restaurée dans une base de données temporaire, juste pour prouver qu'elle est fonctionnelle. Donc maintenant, ils ouvrent le livre pour voir si c'est lisible. Ils ne se contentent plus de compter les pages. Ça semble évident, après coup. Le deuxième pilier concerne les tests mensuels. Le nouveau test est exhaustif. Une fois par mois, un automate restaure la sauvegarde la plus ancienne disponible, pas la plus récente. Ah, ça c'est malin. Et ensuite, il vérifie des lignes de données spécifiques. Il contrôle l'intégrité des liens entre les tables et il lance des outils pour chercher activement la corruption. Ils testent le livre le plus vieux et le plus poussiéreux de l'étagère. Logique. Ils ont aussi diversifié leur méthode. C'est le troisième pilier. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il combine maintenant les instantanés RDS, les pgdump vérifiés, qui sont stockés sur un autre compte AWS pour l'isolation. Bien sûr. L'archivage WAL, et ils ont même ajouté une réplique de la base en lecture seule, constamment à jour. La diversification des risques, c'est la clé. Le quatrième pilier doit être lié à la détection, j'imagine, pour éviter de se faire avoir à nouveau par une corruption silencieuse. Exactement, la détection précoce. Des scripts tournent maintenant quotidiennement sur la base de production elle-même pour chercher des signes de corruption avant qu'elles ne soient sauvegardées et propagées. Ils cherchent les fautes de frappe dans le livre avant de le photocopier? C'est l'idée. Et le dernier pilier, c'est mon préféré. Le chaos backup. C'est le plus spectaculaire. Une fois par trimestre, sans préavis, la direction technique simule une panne majeure en supprimant une base de données de pré-production. L'équipe d'astreinte est alertée et doit la restaurer entièrement en moins de 2 heures. Ça, c'est génial. C'est un exercice d'incendie pour les données. Ça teste les humains, la documentation, les mots de passe oubliés, le stress, autant que la technologie. Précisément, ça teste toute la chaîne de réponse humaine et technique. La conclusion de cette histoire, elle est donc assez percutante. Avoir des sauvegardes en soi, ça ne protège de rien. C'est une illusion de sécurité. Complètement. Ce sont les restaurations testées et prouvées dans des conditions réelles, dégradées même, qui constituent la véritable assurance contre les catastrophes. Absolument. Et cette leçon, elle dépasse largement le cadre des bases de données. Elle s'applique à n'importe quel système critique. On a une tendance naturelle à tester le chemin nominal, le fonctionnement normal. Le cas où tout va bien. Voilà, on s'assure que le bouton « Sauvegarder » fonctionne. Mais on néglige de tester rigoureusement le chemin de la panne, celui de la récupération.
La véritable résilience, elle se trouve dans l'entraînement à la catastrophe, dans le test du pire scénario. Conclure, une pensée à méditer qui est soulevée par l'auteur. L'entreprise a été sauvée par le script non officiel d'un ingénieur junior. Une initiative personnelle qui sortait du cadre. Hmm. Ça soulève une question intéressante sur la culture d'entreprise. Dans nos propres organisations, est-ce qu'on encourage et valorise ce genre d'initiative proactive? Cette paranoïa saine qui pousse à construire des filets de sécurité personnelle. Ou est-ce que nos processus, parfois trop rigides, les étouffent, nous rendant au final, sans le savoir, beaucoup plus vulnérables?